Bonjour à toutes et tous, objectif barrage, et oui, les Verts n'ont plus le choix, ils doivent absolument s'imposer à domicile contre Toulouse lors de cette 34e journée de Ligue 1. Ça y est, c'est la fin de la saison régulière, le dernier avant-match donc de cette saison régulière, mais j'espère pas le dernier avant-match tout court, puisque ça voudrait dire que Saint-Étienne serait officiellement en Ligue 2. Mais il ne faut pas penser à ça, l'objectif est simple, s'imposer et espérer en même temps que le Havre ne prenne pas plus d'un point à Strasbourg, puisque si le Havre prend plus d'un point et s'impose, forcément les Normands resteraient devant l'AS Saint-Étienne puisqu'ils comptent un point de plus que nous. Ce match donc entre Saint-Étienne et Toulouse se jouera bien sûr dans un stade Geoffroy Guichard à guichet fermé. Il sera arbitré par monsieur Thomas Léonard, c'est déjà lui qui avait arbitré le match aller. Mais là, j'espère que le résultat sera meilleur puisqu'on s'était incliné malheureusement là-bas au stadium. Là, il va falloir absolument s'imposer. Tout ça, tous ces enjeux, on va en parler durant cet avant-match. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. C'est bien sûr donc un match très important, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'avenir de l'AS Saint-Étienne. Et je pense qu'Éric Orneland l'a bien compris. Il s'est présenté comme d'habitude en conférence de presse, donc 48 heures avant la rencontre. Ça dépend, des fois c'est 24, des fois c'est 48. Là, c'était bien ce jeudi. Une conférence que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube officielle du club. Il a fait le point sur les absents, les joueurs qui sont potentiellement également incertains. Malheureusement, il y a encore une mauvaise nouvelle, c'est Lucas Tassin qui ne sera pas de retour. Il s'est entraîné pour la première fois ce matin, tout comme Augustine Boisquet, qui a retrouvé le groupe. Ils ne seront malgré tout pas disponibles pour la rencontre de ce samedi. Le coach des Verts n'a pas été capable de dire s'il serait là en cas d'éventuel barrage. Dylan Batuminsika, victime d'un coup au genou, a repris l'entraînement aujourd'hui également. Donc il avait pris un coup au genou la séance du dimanche, la séance de décrassage après la rencontre contre Reims. Donc il est de retour à l'entraînement. Bon, on sait que Dylan Batuminsika ne joue plus ces derniers temps, il n'est pas titulaire, c'est plutôt la charnière Maxime Bernauer, Michael Nadé qui privilégié. Donc ça ne va pas imposer un choix en tout cas à Éric Orneland, puisque je pense que de toute manière, il ne l'aurait pas mis durant cette rencontre. Vous avez peut-être suivi aussi, j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais il y a eu le match de play-off entre Dunkerque et Guingamp, parce qu'il faut regarder ces matchs. Si Saint-Étienne veut s'en sortir, aujourd'hui il va falloir forcément passer par les barrages parce qu'un maintien direct est quasiment impossible. Il faudrait marquer 20 buts contre Toulouse et puis en même temps que Nantes et Reims ne s'imposent pas. Et puis donc ces Guingampais qui se sont inclinés sur la pelouse de Dunkerque avec un but marqué par un ancien Stéphanois, Maxence Rivera, qui a d'ailleurs fait un gros match, il touche beaucoup de ballons, très intéressant. Il a un petit peu pêché dans la finition, mais il a marqué son but, il a permis à son équipe de se qualifier pour la suite, et c'est une victoire qui est complètement méritée. Il y aura donc un match juste avant celui de Saint-Étienne-Toulouse qui opposera Metz à Dunkerque, et le vainqueur de cette rencontre affrontera soit Saint-Étienne, soit Reims, Nantes, ou alors le Havre. Tout dépendra de ce qui va se passer durant le multiplex de la Ligue 1 à 21h. Voilà, c'était intéressant de faire un petit point sur ces playoffs parce que il faut les suivre malgré tout, parce que c'est notre seul moyen de s'en sortir. Donc voilà pour le point fait par Éric Orneland. Donc on a Dylan Batuminsika touché au niveau du genou. Donc on va voir ce qui se passera pour le défenseur de Saint-Étienne et ce qui sera capable d'être dans le groupe stéphanois. Lucas Tassin donc toujours au niveau de la cuisse et Boisquet au niveau de la cheville. Il y a des joueurs qui sont également sous la menace d'une suspension. Irving Cardona, je crois que c'est son dernier match. Benjamin Bouchoirie jusqu'à la fin. Moefek également, Bernauer et Florent Tardieu. Donc il y a toujours ces sursis, notamment pour Moefek, Tardieu et Cardona, suite à ce qui s'est passé durant le derby et les célébrations de fin de match. Donc si un joueur prenait un carton sur cette rencontre, il serait sans doute suspendu pour un éventuel match retour du barrage. Je suppose que ça se passerait comme ça. Donc à surveiller. Voilà en tout cas
pour les joueurs sous menace à Saint-Etienne. J'ai pas trouvé d'absent potentiel du côté de Toulouse. Il y en avait beaucoup de marqués, beaucoup, 4-5, mais c'est des joueurs qui sont pas là. Soit ils sont plus dans le groupe depuis 10-15 journées, donc bon, je trouvais pas forcément logique de les mettre puisque ça ne concerne plus vraiment cette équipe toulousaine. Et puis sinon c'était des joueurs qui sont absents depuis un moment parce qu'ils sont blessés depuis un moment. Donc voilà, c'est soit qu'ils ont été entre guillemets éjectés du groupe, soit qu'ils étaient absents depuis un petit moment. Justement, parlons de cette équipe de Toulouse où d'ailleurs leur coach sera suspendu, Carlos Martinez Nobel, qui a écopé d'un match de suspension suite à 3 cartons jaunes reçus en l'espace de 10 matchs. Et oui, ça peut aussi arriver pour les coachs. Donc il a été suspendu par la commission de discipline et c'est donc son adjoint qui sera sur le banc à Geoffroy Guichard. Cette équipe de Toulouse, elle n'a plus rien à jouer en termes d'enjeux sportifs par rapport à un maintien ou une éventuelle qualification en Coupe d'Europe. Bien évidemment, il y a toujours cet enjeu de terminer dans le top 10. On en a parlé d'ailleurs cette semaine. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur les enjeux de cette dernière journée. Et donc ça, c'est un vrai enjeu quand même pour Toulouse, parce que terminer dans le top 10, ça change... Ça change pas mal de choses quand même, c'est toujours plus intéressant, on peut dire qu'on a accroché un top 10, mais bon, je pense pas qu'on se bat de la même manière que quand on a un objectif comme le maintien, où là vraiment on n'a pas le droit de perdre, c'est quand même pas la même chose, même si bien évidemment c'est Toulousain, voilà. Je dis pas qu'on les a battus, loin de là, pas du tout, mais je sais que psychologiquement on se bat pas de la même façon, mais le match est loin d'être joué. Voilà, c'était juste un élément à prendre en compte pour moi. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre, c'est la dotation LFP. J'ai les chiffres sous les yeux, c'est l'équipe qui a sorti un article hier. Donc par rapport aux dotations qui seront touchées, il faut ajouter le montant des droits TV qui sont minimes cette saison. Donc nous pour l'instant on est 17e, donc on toucherait 500 000 euros. On ne touchera pas plus de toute façon parce que le 16e également. Mais ça peut changer les choses pour Toulouse par contre qui est 12e et qui toucherait 1 188 000 euros, 180 862 euros. Et si jamais il s'imposerait contre nous et qui passerait potentiellement devant Rennes ou Toulouse en intégrant le top 10, il pourrait toucher 1 569 760 euros. Donc un gain qui est de 400 000 euros. Donc c'est quand même pas négligeable, surtout maintenant avec ces difficultés. C'était pas une donnée que j'avais en compte avant de tourner la vidéo de l'autre jour sur les enjeux, mais il faut quand même la considérer parce que financièrement, c'est que ça peut être compliqué ces derniers temps pour tous les clubs de Ligue 1, bien sûr. Hein, tout le monde en souffre malgré tout. Donc Toulouse... s'ils peuvent accrocher ce top 10 et cette prime, ils ne vont pas s'en priver. Leurs derniers résultats, donc, ils sont conclus au Stadium, donc chez eux, par un nul, un but partout contre Lens. Il y a eu avant cette victoire contre Rennes, ce nul contre Nantes et 2 défaites consécutives contre Lille et également contre Reims. Toulouse, c'est pas une équipe qui a véritablement de points forts, en tout cas d'un point de vue statistique. En attaque, c'est la 11e attaque de ce championnat, ils sont quand même un petit peu devant nous. On est quand même beaucoup mieux ces dernières semaines, donc ça fait plaisir. Au niveau de la défense, ils ont encaissé 41 buts, ils sont 7e. Donc on va dire dans le ventre mou, hein, c'est quasiment 2 fois moins de buts encaissés que nous quand même, même si on joue les derniers rôles, c'est vrai, mais il faut quand même se le dire. Saint-Etienne a encaissé 33 buts, je crois, de plus que Toulouse. C'est énorme. Ça fait comme si on rajouterait un but de plus par journée à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'aussi au classement, tu te retrouves loin derrière. C'est une équipe qui est capable de performer à l'extérieur, 10e de ce championnat. Voilà, ils n'ont pas véritablement de points forts, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais bien évidemment, c'est une équipe qui aura l'ambition de gagner avec ce système qui est souvent un système en 3-4-3. Ils vont certainement venir à Geoffroy Guichard avec un plan de jeu similaire, bien sûr. Du côté donc de notre équipe, on reste sur une victoire contre Reims. Malheureusement, on n'a jamais réussi à s'imposer 2 fois d'affilée cette saison. Hein. Pour retrouver deux victoires d'affilée, il faut remontrer soit en match de préparation, mais ça compte pas vraiment pour moi, plutôt en Ligue de la saison passée. Donc ça fait 1 an qu'on n'a pas réussi à remporter 2 rencontres, surtout en s'imposant à l'extérieur, puisqu'on n'a battu que Montpellier et désormais Reims hors de nos terres. Donc forcément, quand c'est comme ça, quand tu enchaînes généralement un match à l'extérieur, un match à domicile, c'est rare de faire 2 matchs à domicile ou 2 matchs à l'extérieur. Et ben c'est compliqué de pouvoir enchaîner 2 victoires d'affilée. Voilà, en tout cas sur les 5 derniers matchs, on est à 2 défaites, 2 victoires, 1 match nul. Donc malgré tout, ça fait des points
deux prix et il y a des enjeux sur certaines rencontres comme celui contre Lyon. Bien sûr, on savait qu'il y avait une pression maximale lors du derby. Il y aura également une pression maximale face à Toulouse. Et ce qui est positif, c'est que même face à cette pression, les Verts ont réussi à sortir un gros match contre Lyon. Et puis même contre Reims, il y avait une grosse pression. Donc il va falloir s'en inspirer pour aborder cette rencontre avec un état d'esprit de guerrier. Surtout ne pas partir vainqueur parce qu'on ne l'est pas du tout, mais marquer d'entrée de jeu, hein, c'est ce qu'on a réussi à faire contre Reims, mais également lors du derby où on a marqué vers la 8e minute de jeu. Donc là, ça va être aussi la clé de cette rencontre, emballer tout de suite le match, marquer pour respirer un peu et puis dans le même temps, bien évidemment, espérer que Strasbourg fasse le travail face au Havre. Eric Horneland a d'ailleurs répondu à une question là-dessus. Est-ce qu'il allait regarder le match de Strasbourg en même temps, suivre le résultat? Il a dit que non, il fallait de toute manière qu'on gagne. On verra après si le match est terminé et n'est pas terminé quand on a terminé le nôtre. Voir si voilà, ce n'est pas fini. On peut ensuite constater si de son côté Strasbourg fait le travail ou non. Strasbourg qui sera d'ailleurs privé d'un joueur majeur de son effectif. C'est pareil, je ne le savais pas avant de tourner ma vidéo précédente. C'est Emmanuel Emega, l'attaquant qui a marqué 14 buts cette saison et délivré 3 passes décisives. Donc il n'est pas négligeable dans cet effectif. C'est un joueur qui est donc ultra décisif. C'est un joueur qui permet à son équipe de gagner. Cette saison en Ligue 1, sur 6 matchs qu'il n'a pas disputés, Strasbourg en a perdu 5. Pour une équipe qui est en haut du tableau et qui ne perd pas beaucoup de rencontres, c'est quand même assez énorme. Donc espérons que les Strasbourgeois soient bien inspirés et arrivent à s'imposer contre le Havre. Et je rappelle, le Havre ne peut pas venir à la Méno en se disant « Bon, on va aller chercher ce point du match nul ». Ce qui aurait pu être le cas si jamais ils en avaient décroché un contre Marseille. Mais là, non, ils ne peuvent pas venir avec cet objectif-là parce que le fait de faire un match nul, ça ne les empêcherait pas de descendre en Ligue 2 puisque pour l'instant, on a un point de retard. Et comme on a un point de retard, on peut en compter 2 d'avance si on s'impose et qu'ils perdent. Et puis, on peut en compter 1 d'avance s'ils font match nul, ce qui est suffisant. S'ils avaient fait match nul contre Marseille, on aurait égalité. Et ils sont devant nous à la différence de but. Voilà en tout cas, Eric Horneland d'ailleurs qui a répondu aussi à une question par rapport à son avenir, est-ce qu'il sera coach de Saint-Etienne la saison prochaine? Il a bien évidemment indiqué qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas se prononcer, qu'il était très heureux, très bien à Saint-Etienne, mais que voilà, tout pouvait arriver suivant cette fin de saison bien évidemment. Après, je pense que dans tous les cas, il sera le coach parce qu'il fait partie du projet, c'est Kilmer qui l'a choisi. Ils veulent construire quelque chose avec lui, mais il va falloir faire un gros mercato estival, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Voilà en tout cas pour notre dernière composition. Vous voyez, on est remonté au niveau du classement de l'attaque. On est désormais 13e attaque. Donc on gratte des places, assez positif. On n'est plus la pire défense parce que Montpellier s'est lourdement incliné contre le Paris Saint-Germain. Donc Lucas Tassin, toujours meilleur buteur, mais qui ne sera malheureusement pas présent. Quel choix pourra faire Eric Horneland? Je vous affiche ma composition et j'attends la vôtre en commentaire. Attention, il n'y a pas de surprise. J'ai mis exactement la même composition que contre Reims parce que comme on le dit déjà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et au-delà de ça, le match il était plutôt plaisant, maîtrisé de la part des Stéphanois. Donc je ne vois pas Eric Horneland changer son 11 de départ. Notamment Ivan Masson, il n'était pas dans le groupe. Il a joué avec la réserve la semaine dernière. Donc ça c'était un choix du coach. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Masson, je ne le vois pas en tout cas être titulaire, peut-être dans le groupe, mais en tout cas ne pas être titulaire face à Toulouse. Ce sera certainement Apia à droite, Petro à gauche, ça ne va pas changer. La charnière centrale, je vous ai parlé tout à l'heure de Batu Mitsika qui est incertain, mais de toute manière il ne sera certainement pas titulaire. Et puis après au milieu ça ne devrait pas changer avec Ekwa, Tardieu, Mouefek qui était d'ailleurs présent en conférence de presse. Le coach qui indiquait que voilà, Mouefek qui savait se surpasser dans les matchs à enjeu. Je ne vois pas Bouchoirie redémarrer en tant que titulaire parce que c'est pas le moment de faire des modifications. Ça a marché contre Reims, il faut s'appuyer là-dessus. Cardona à droite, David Ashvili à gauche et Ibrahima Wadji en pointe de l'attaque. Il a été très intéressant, j'ai trouvé Wadji, comme d'habitude, il n'a pas ménagé ses efforts, même s'il n'a pas été décisif. Mais comme il n'y aura pas Lucas Tassin, je ne vois pas faire d'autres choix. Il ne va pas remettre N'Guessan. Sissoko n'a pas du tout fait une bonne entrée. Il n'est pas resté longtemps sur le terrain, mais ça n'a pas du tout été satisfaisant. Donc je vois bien le coach stéphanois repartir sur un 11
globalement similaire à celui du match précédent et même totalement similaire. Il a d'ailleurs dit en conférence de presse que si Wadji n'était pas fatigué, il avait de fortes chances de démarrer en tant que titulaire. Donc c'est ce qui devrait se vérifier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo d'avant-match. Je ne pourrais pas suivre la rencontre en direct. Donc le débrief sera tourné dans la journée de dimanche en espérant que ce soit un débrief positif où on peut aller accrocher cette place de barragiste. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et puis à très vite. Salut à tous.